Voilà, le professeur va venir, il va ramasser des copies. Hein, vous savez, hein, vous n'avez pas oublié, hein, j'espère. Hein. Donc, Jérémy, est-ce que tout est bon? Tu me lances. C'est OK? Pierre-Henri, la parole te revient. Bien, d'abord, je pense qu'il faut avoir sacrément confiance pour rester 3 jours ensemble pour parler de la confiance. Donc, de ce point de vue-là, on a eu quelques éléments de pessimisme, mais je crois qu'on peut être raisonnablement optimiste sur la capacité de réfléchir ensemble. Et je voudrais ajouter tout de suite un point. C'est que quand on parle de crise de confiance, et spontanément nous sommes tous venus en parler avec cette idée préconçue, on essaye d'identifier des responsables. Les élus, qui sont nuls, les journalistes, qui sont mauvais, les jeunes, qui sont jeunes. Voilà. Je crois qu'on a fait un pas très important parce qu'on est sorti de cette stigmatisation. Le mot est à la mode. On arrive à des raisons complexes. Alors il y a une troisième cause, une quatrième cause qu'on évoque en général, en disant crise de confiance, c'est le système. Bon, ça n'explique pas grand-chose, mais ça répond à tout. Et là aussi, je crois qu'on en est sorti. Donc je voudrais faire dans un premier temps une espèce d'inventaire un peu articulé des strates qui permettent d'expliquer ce sentiment de crise de confiance dans notre société. Ça a été exprimé à plusieurs reprises. Essayons simplement, dans cette conclusion, de les organiser un tout petit peu en partant de plus fondamental et en arrivant au plus récent. Et peut-être après, dans un dernier temps, essayer d'envisager les solutions, parce qu'il faut qu'on parte lundi matin, la vie reprend, et il faut qu'on sache comment vivre avec les autres. Je crois qu'il y a une idée très puissante qui a été exprimée à de nombreuses reprises. On a effectivement la nostalgie de la confiance passée, peut-être un peu de la confiance à l'état d'enfant, quand on se fiait à nos parents aimants, et ils nous disaient « ne crains rien ». Eh bien, nous sommes sortis individuellement et collectivement de cet état infantile. Je ne crois pas qu'il faille s'en le regretter. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je veux dire par là que la crise de confiance, ça s'appelle exactement la démocratie. La démocratie se construit structurellement comme une crise de confiance. Pourquoi? Parce que si on regarde l'histoire humaine, il y a eu jadis des grandes instances, des grandes références à qui on se confiait aveuglément. C'était le passé dans les sociétés traditionnelles. Les grands ancêtres nous avaient dit qu'il fallait faire de telle ou telle manière. Et on obéissait. Nos vies étaient de pure répétition, du berceau à la tombe, faire comme on a toujours fait. Nous en sommes sortis. Après, le passé et la tradition, c'était la beauté et l'harmonie cosmique chez les philosophes grecs ou chez les Chinois, le Tao. Voilà. Tout change, rien ne change, tout est bien, tout est mal, mais nous pouvons nous confier, et la seule chose à faire, c'est d'essayer d'imiter dans nos vies l'ordre de cet univers. Et là, on sera heureux, dans nos vies individuelles, dans nos vies collectives, dans la cité, faisons que la cité soit un petit cosmos. Nous en sommes sortis. Et puis, il y avait la troisième solution, après le passé, après le cosmos, qui était la solution théologique. Il y a un Dieu qui nous aime. Si on l'aime, tout ira bien. Et nous aurons confiance. Ce qui caractérise la démocratie, c'est que nous sommes sortis de ces trois réponses. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes dans la crise de confiance. Il y a une image qui résume très bien cette sortie de l'univers des grandes réponses traditionnelles, cosmologiques ou théologiques, qui restent présentes bien sûr, mais elles ont perdu de leur évidence. C'est peut-être l'épisode le plus célèbre des fameuses aventures du baron de Munchausen. Vous connaissez ce baron à qui il arrive des aventures extraordinaires, et au cours d'une de ces aventures, il tombe dans un marais avec son cheval, où il commence par s'enfoncer petit à petit. Je ne sais pas comment sortir, jusqu'à ce qu'il ait l'idée géniale de se tirer lui-même par les cheveux. Solution évidemment absurde, mais solution sur laquelle on vit depuis, ça s'appelle la démocratie. La démocratie, c'est ça. Comment nous, ensemble, on se débrouille pour se sortir de l'ornière.
voyez que ça apporte quelque chose d'essentiel. Ça apporte l'idée que le problème n'est pas tellement de savoir pourquoi on est en défiance, pourquoi on est en méfiance, mais pourquoi il y a un tout petit peu de confiance. C'est ça la vraie énigme dans les sociétés individualistes dont on parlait. C'est ça la vraie énigme dans les sociétés consuméristes, dans les sociétés où chacun est focalisé dans son intérêt. La vraie énigme, c'est pourquoi ça marche un peu, pas pourquoi ça ne marche pas du tout. Donc pourquoi y a-t-il encore un peu de confiance dans les sociétés démocratiques? Voilà le point. Voilà le point qu'il faut élucider. Alors qu'est-ce qui reste quand le passé se tait, quand la nature ne nous dit plus rien et quand Dieu s'est éloigné? Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste deux choses, l'avenir et les autres. Voilà. Et c'est pas mal déjà, l'avenir et les autres. Oui, c'est pas mal, mais deuxième étape dans l'histoire de la modernité, ce qu'on appelle la crise de l'avenir. Et oui, l'avenir apportait plein de réponses. On avait confiance dans le progrès des sciences. On avait confiance dans la nation. On avait même confiance dans la révolution. Aujourd'hui, on ne nous le fait plus. On nous a assez enfumés comme ça, nous sommes entrés dans la deuxième modernité. Il ne nous reste plus l'avenir. Nous sommes devenus des individus qui devons nous débrouiller uniquement avec les autres. Et ça engage toute une série de choses. Une crise de confiance profonde. Vous voyez, les hommes des Lumières croyaient que plus la connaissance augmentera, plus nous serons libres, plus nous serons heureux. Savoir égale liberté égale bonheur. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a tous consulté des sites internet très informés, médicaux. On avait un petit symptôme, on essayait de voir ce qui se passait. Donc on apprend, on regarde les symptômes. En général, ça ne nous apporte pas le bonheur, mais le sentiment qu'on est vraiment très très malade et que ça peut être très grave. Plus on sait, plus on est inquiet. Paradoxe, les hommes des Lumières n'avaient pas pensé du tout à ça. Plus on sait, moins on a confiance. Terrible pour le message des Lumières. En plus, cette saturation d'informations qu'on n'arrive plus du tout à maîtriser. Terrible. Jadis, l'information, c'était le pouvoir. Aujourd'hui, c'est celui qui est capable d'avoir les grilles d'information, d'expliquer l'interprétation, c'est ça le pouvoir. Augmentation des savoirs, crise des idéologies, et puis aussi perte de maîtrise. Là aussi, ça a le coup à porter à la modernité. La démocratie, c'est la capacité d'un peuple de maîtriser son destin. Oui, mais dans le monde d'aujourd'hui, qui maîtrise la maîtrise? Qui maîtrise l'univers dans lequel on vit? Certains disent qu'il y a un complot. Et ça serait la bonne nouvelle qu'il y ait un complot. Ça voudrait dire qu'il y a encore 2-3 personnes qui sont capables de faire bouger les choses. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus. Il n'y a même pas de complot. C'est un procès sans sujet, c'est quelque chose qui avance sans guide, sans pilote. Et ça, c'est un peu désespérant. Donc, crise de confiance, c'est la démocratie. Crise de confiance, c'est aussi le fait que même l'avenir ne nous enchante plus. Désenchantement du passé, désenchantement de l'univers, mais aussi désenchantement de l'avenir. On peut s'en désespérer. Peut-être pas non plus, parce qu'on ne nous la fait pas, comme je disais tout à l'heure. Et on devient aussi un peu plus adulte. On n'y croit plus. Est-ce que c'est finalement une si mauvaise nouvelle? J'ajouterai un point sur la situation plus spécifiquement française, pour bien expliquer cette crise de confiance. Donc première strate, vous voyez, crise de la démocratie. Deuxième strate, crise de la seconde modernité. Puis pourquoi les Français? Pourquoi nous, est-ce qu'on est aussi râleurs? Ça, c'est connu. Mais pourquoi on est aussi pessimiste? Alors là, il y a plein de réponses qui ont été avancées, qui sont très intéressantes. Je crois qu'il ne faut pas un facteur unique, mais bien les réfléchir. On a dit, c'est parce que nous sommes une société de statuts. Voilà. Et ces statuts établissent de la suspicion à l'égard des autres. Quel rang l'autre a par rapport à moi? Aussi parce que nous sommes une société dirigée par l'État. Et donc cette confiance en un État paternel nous inquiète un peu dès lors que cet État n'est pas tout-puissant. D'une certaine façon, c'est la crise d'adolescence. On s'aperçoit que nos parents sont des vieux, et même des vieux cons. Et donc c'est inquiétant.
Troisième aussi facteur, c'est le fait que la France, c'est un peu l'universel. Et pas de chance, à l'âge de la mondialisation, il y a un petit décalage entre la prétention à l'universel de la France des droits de l'homme et puis une mondialisation qui ne correspond pas du tout à cet universel. Ça ne marche pas du tout comme ça. Et ça nous déçoit un peu. Puis il y a peut-être un quatrième élément de ce pessimisme français. J'essaye d'improviser devant vous, je ne suis pas sûr de moi, mais peut-être référons-nous un peu à la psychologie. Confiance, c'est aussi confiance en soi. Et quand on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on a des contradictions intérieures, des doubles contraintes. On ne sait pas sur quel pied danser. Et je crois que la France et l'histoire récente de France, ça a été beaucoup ça. Notamment par le fait qu'il y a eu des victoires qui ont été en réalité de profondes défaites. 14-18, victoire, formidable. Non, défaite humaine terrible. 39-45, victoire. Défaite morale totale. La décolonisation, victoire. Pas vraiment. Mais 68, victoire. Non plus. Les 68ards croyaient faire la révolution, ils ont fait la consommation. Ils étaient révolutionnaires, en fait, ils étaient des suppôts du capitalisme. À chaque fois, l'histoire de France est taraudée par des défaites, victoires, qui ne pouvaient pas dire leur nom. Je crois qu'il y a quelque chose qui clive profondément notre pays et qui n'est pas totalement identifié dans notre identité nationale et dans notre récit. Il y a là quelque chose presque de psychique dans notre difficulté de raconter l'histoire de France, parce que précisément, les choses ne sont pas claires. L'Allemagne, c'est simple, si je puis dire. Ils ont perdu, ils ont été méchants. Et ça a suscité un débat difficile, mais dont on peut dire aujourd'hui qu'il est réglé. Presque réglé. Et en tout cas, les choses rebondissent. Voilà les trois stats de cette crise de confiance. La démocratie, c'est une crise de confiance. La seconde modernité, c'est une crise de confiance. Et propre à la France, cette difficulté d'assumer notre propre histoire. Alors maintenant, les solutions. Alors, en général, on est très court quand on aborde ce type de questions. Je vais essayer d'en apporter, malgré tout, grâce à tous les magnifiques intervenants que nous avons eus au cours de ces 3 jours, d'essayer d'en apporter quelques-unes. Parce que je crois qu'il y a des choses très importantes qui ont été formulées et qui, personnellement, m'ont vraiment fait réfléchir. J'avais cette question en tête, comment faire la confiance? Pas seulement comment faire confiance, mais comment faire la confiance. Première chose, faire la confiance, c'est prendre conscience qu'il y a de la confiance. C'est quelque chose de tout bête, mais d'essentiel. En fait, quand on y réfléchit avec un peu de distance, et ça a été dit de nombreuses fois, nous vivons dans une société, et c'est assez miraculeux, relativement confiante. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, nos institutions, on en a parlé tout à l'heure, mais oui, si on regarde l'histoire française depuis la Révolution française, les institutions ne font jamais consensus. Le consensus sur les institutions, vraiment le vrai, il date de 1981, c'est-à-dire le moment où l'auteur du coup d'État permanent devient président. Et là, l'ensemble du personnel politique devient d'accord. Nous adhérons à la Ve République, on peut un petit peu amender en espérant une sixième, mais grosso modo, rien d'essentiel. Le consensus sur nos institutions est très récent. Mais même le consensus social, le lien social, il fonctionne plutôt bien. Il y a de la méfiance, bien sûr, il y a de la défiance, mais dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. L'État, on lui fait quand même assez largement confiance. On continue à payer nos impôts, même si on trouve évidemment qu'il y en a beaucoup trop. Si ce n'est pas de la confiance, franchement, rappelez les Américains, Thoreau dit « Non, je ne veux pas payer les impôts, je m'en vais. Et je suis un libertaire qui va dans sa forêt parce qu'il ne veut pas payer les impôts. » Personne ne fait ça. Nous sommes confiants envers nos services publics. Donc, faire la confiance, c'est d'abord prendre conscience qu'il y a de la confiance.
Mais attention, deuxième idée, il ne faut pas non plus être naïf. La confiance, ce n'est pas l'insouciance. Et c'est vrai que la France des attentats a découvert quelque chose qu'il ne faut pas nier. C'est qu'il y a des Français qui ne sont non seulement pas d'accord avec les institutions républicaines, mais qui veulent les détruire. Voilà. Avec une idéologie qui est une idéologie puissante, cohérente, fondamentaliste, et qui dit « nous ne voulons pas des institutions de la République ». Ce n'est pas un problème d'intégration, ce n'est pas un problème d'assimilation, c'est un problème de contre-culture, de contre-idéologie. Notre société de confiance est tentée par l'insouciance, en disant on est tellement fort, et c'est peut-être vrai, nous sommes tellement forts, ça ne nous menace pas viscéralement, fondamentalement, mais ça peut susciter, n'empêche, beaucoup de dégâts. Confiance n'est pas insouciance. Confiance n'est pas le déni des problèmes. Confiance, c'est identifier les véritables risques. Ça ne veut pas dire que nous vivons une vie inquiétante à 100%, ça veut dire qu'il y a quand même des risques potentiels et qu'il faut les identifier comme tels et agir avec sang-froid, avec mesure, avec justice et sans se nier soi-même. C'est tout simple, il faut le faire. Troisième idée, pour faire la confiance, il ne faut pas simplement des actes. On a un peu l'idéologie des actes. On veut des actes, on veut des actions, on veut des mesures. D'ailleurs, les politiques réfléchissent à toutes les nouvelles idées, les petites astuces, les petits gadgets, revenu universel, enfin le truc qui fera bien, qui permettra de faire le buzz. Non, on n'a pas besoin d'actes, on n'a pas besoin de mesures, on a besoin d'un discours. Parce que les discours sont des actes. Et ce discours doit raconter ce qu'on est, doit raconter notre société, doit aussi témoigner du fait qu'on puisse avoir confiance en nous, nous autres Français. Voilà. Parce qu'on est une belle civilisation, au sein de la civilisation européenne, on est une civilisation qui a permis à une partie très importante de la population d'être adulte. Tiens, adulte. Et si la confiance, c'était être adulte? Et si la confiance, c'était être fiable? Parce qu'un adulte, c'est quelqu'un en qui on a confiance, et c'est quelqu'un qui fait confiance. Être adulte, c'est quoi? Être adulte, c'est pas avoir tout vu, avoir tout fait, être champion du monde de toutes les connaissances. Être adulte, c'est avoir suffisamment expérimenté pour être capable de faire face à ce qu'on n'a pas expérimenté. C'est-à-dire avoir conscience de ses limites. On aura beaucoup plus confiance à quelqu'un qui a raté, quelqu'un qui a échoué, quelqu'un qui a toujours réussi toute sa vie. C'est ça la fiabilité. Acceptons d'être adulte. Être adulte, c'est aussi être responsable. Non pas de ses actes, ça c'est facile, mais être responsable des autres. Confiance, se fier avec les autres. Être adulte avec les autres. Et puis confiance, être adulte, c'est aussi être autonome, authentique, c'est-à-dire être capable de se réconcilier avec soi-même. Alors réconcilier avec soi-même, attention, ce n'est pas de la complaisance, ce n'est pas dire je suis le meilleur. Et ça, effectivement, nous autres Français, on est un peu chauvins, on a tendance à dire qu'on est les meilleurs, mais de moins en moins, à vrai dire. Non, ce n'est pas de dire qu'on est les meilleurs, c'est dire simplement je me connais, je connais mes défauts, mais j'ai aussi quelques projets, je suis fier de ce que je fais, même si tout n'est pas parfait. Eh bien, un discours commun, collectif, qui nous dirait « soyez adultes, soyons collectivement adultes, individuellement et collectivement », eh bien, c'est ça, un discours de la confiance. C'est ça, faire confiance. Arrêtons de nous prendre pour des enfants. Arrêtons nous-mêmes de nous prendre pour des enfants. Soyons adultes. Pour terminer, petit geste. Quand j'étais petit, j'étais à l'église. Il y avait le seul truc qui m'amusait à l'église, c'est le moment. Je m'emmerdais beaucoup. C'est simplement le moment où, à un moment donné, le curé disait allez, faites-vous la paix, donnez-vous la paix entre vous. Et donc, d'un seul coup, on était des individus, puis on s'aperçoit qu'on est des voisins. Je vous propose ce petit exercice ici.
Alors, ça va faire un peu à la Ségolène Royal. Pardon. C'est pas aimez-vous les uns les autres, mais prenez le voisin le plus proche que vous ne connaissez pas. Voilà, regardez, repérez-le. Et puis dites-lui, ben voilà, je te fais confiance. Allez, faites-le là. Voilà, serrez-vous la main, je te fais confiance. Ouais, ça met une ambiance tout de suite. Pardon, ça fait un peu... Merci, et nous, on fait confiance à François Lapéroux pour nous retrouver l'année prochaine. Le nouveau gourou est arrivé. Merci à tous les amis et rendez-vous donc début décembre 2017. Merci à tous.